right. Bonjour tout le monde. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis en compagnie de la formation française de Spice DN. Yes sir les gars, ça va bien? Bonsoir tout le monde. Ouais, salut. Yes. Hey, en entrée de jeu, je vous laisse vous présenter, puis présenter le projet, puis après ça, on vague là-dessus. Alors, moi je suis Ludovic, un des deux guitaristes de Despite the End. Yes. Moi, Vartan, chanteur et créateur du projet Despite the End. Et Victor, bassiste de Despite the End. Voilà. Un peu de logique. Non. Et il y a Pierre qui est par là, l'autre guitariste qui est avec nous quand même. Voilà, et notre batteur, Roy, devait se joindre, mais avec la pandémie Covid, cas contact, malheureusement, il n'a pas pu se joindre. Malheureusement. Ouais, malheureusement. Ouais. Mais c'est mieux comme ça vous restez safe de votre côté. Voilà, exactement. Yes. Fait que je vous laisse présenter un peu le groupe, comment que ça a commencé, la formation. Je sais que c'est toi qui a parti le groupe, là. Oui, donc en 2019, je décide, suite à l'arrêt de mon ancien projet, de lancer le groupe Despite the End. Donc, en ayant en tête un projet très influencé metalcore, néo-metal, mais je voulais mixer toutes ces influences-là avec des sonorités un peu actuelles. Voilà, donc je me suis mis à la recherche des musiciens. J'aurais présenté le projet. Donc Ludo et Pierre m'ont rejoint via des forums de musique où on s'est rencontrés. Victor faisait partie de mon ancien projet déjà. Okay. Et Roy, du coup, je le connaissais depuis plus de 13 ans. On avait déjà un projet ensemble au lycée. Et du coup, on s'est un peu retrouvés sur ce projet-là. Ok, cool. Voilà. Puis c'est ça, avant ton projet Too Late, ça j'ai vu que ça faisait 10 ans que tu avais comme arrêté de faire activement de la musique. Qu'est-ce qui avait causé cet arrêt-là? Je suis devenu père de famille 3 fois en 10 ans. Okay. Donc voilà, ça y a eu, on va dire, du temps de libre qui s'est Ça ralentit les projets. Les priorités, voilà, ont changé. Mais du coup, j'ai eu la chance, entre guillemets, de les faire jeunes, mes enfants. Du coup, aujourd'hui, donc elles arrivent sur leurs 12 ans et leurs 10 ans. Du coup, ça me relaisse un peu plus de temps, notamment. Je remercie au passage ma femme aussi, qui me laisse le temps de refaire de la musique. Voilà. Est-ce quelque chose qui t'a manqué dans ces 10 ans-là? Oui, vraiment beaucoup, parce qu'avant cet arrêt-là, je faisais déjà du métal dans des groupes. Voilà, bon, c'était pas très sérieux, mais j'en faisais. Et puis, je faisais aussi de la chorale dans la chorale de mon père. Donc, vraiment, ça a été un arrêt assez brutal de la musique. Ouais. OK. Et t'avais-tu trouvé une autre façon de projeter ta créativité? De remplacer ta musique, qu'est-ce que tu faisais créativement? T'es-tu lancé dans créativement, pas. Je faisais vraiment pas grand-chose créativement. J'avais complètement arrêté. Le travail, la famille, c'était tout ce qui se passait pendant ces 10 années. Quoi. Voilà. Puis là, le Too Late arrive, l'envie est trop grande, ça revient. Ouais, c'est ça. En fait, ça part d'une discussion dans un balcon. On dit allez, c'est bon, on repart dans un projet musical. Et puis, je l'ai fait au départ sans ambition, sans tellement, mais ça m'a vite rattrapé en fait. Puis il y a eu un événement quand même qui a été accélérateur dans l'envie de faire les choses sérieusement. C'est l'arrivée de My Way Production et My Way Association dans le projet et qui nous a donné les moyens de faire des choses un peu plus sérieusement. Voilà, c'est ça. Ok, cool. Puis et vous, qu'est-ce qui vous donne envie de rejoindre Despite the End? Moi, comme j'avais déjà fait de la musique avec Vartan dans Too Late et que je connaissais son projet, jusqu'où il voulait essayer d'arriver, ça correspondait aussi à ce que je voulais. Donc, quand il m'a proposé de rejoindre son nouveau projet, j'ai dit ouais, carrément, parce que c'est vrai que déjà, depuis le début, un problème technique de notre côté. Il n'y a pas de problème. La télé s'est allumée. Voilà, c'est bon. Et voilà, et donc, ouais, j'ai rejoint parce que j'ai on a les mêmes ambitions en fait.
Puis Voilà. c'est motivant. Au niveau de- Ouais, c'est ça. Et puis, ça m'a permis aussi de. C'est un style totalement différent de ce que j'ai fait jusque-là. Parce que moi, je faisais beaucoup de trash, heavy, des choses très old school, années 80-90. Enfin, très début 90, tout le old school, quoi. OK. Et du coup, bah, ça, c'est totalement, bah, c'est les influences néo, les influences metalcore, tout ça. Donc, ça m'a fait du bien, quoi. C'est un peu de nouveau. C'est bien. Donc, ça m'a plu aussi, ça m'a motivé. Cool. Ouais, cool. Et Cool. Moi, en fait, j'avais posté une annonce sur Internet parce que je voulais reprendre la musique également après un long passage à vide. J'ai fait des enfants également, 3. OK. Et voilà, je me suis séparé de ma femme et ça m'a donné l'occasion d'avoir du temps libre. Et donc, dès que j'ai eu ce temps libre, voilà, je me suis tout de suite investi dans la recherche d'un groupe. Et puis, très vite, Vartan a répondu à l'annonce. Et quand je l'ai vu, je l'ai trouvé tellement beau que je n'ai pas pu résister. Voilà, je suis resté dans le projet. Et voilà, il y a eu l'alchimie. Et en fait, voilà. Donc, très vite, on s'est mis à la composition parce on avait pour but de faire un concert sous les 5 mois, 5-6 mois avec un groupe américain qui s'appelle Visa. Et puis, on a composé cet EP vraiment en 4-5 mois de temps. On l'a enregistré. Donc, l'EP s'appelle Butterfly Effect. Et puis, il y a eu le Covid. Et puis, il y a eu le Covid et on n'a pas pu défendre notre EP sur voilà. scène. Donc, on a profité. Ça, on verra par la suite. Mais voilà ce qui m'a motivé à rejoindre le projet. Pareil, ça sort de ma sphère musicale puisque moi, je suis très, comme Victor, très old school. Des années 80-90 et puis également metal prog type Dream Theater. Voilà, donc ça m'a permis de sortir aussi de ma zone de confort et d'essayer de faire des choses peut-être plus simples techniquement à la guitare. Et c'est loin d'être facile de faire des choses plus simples quand on a l'habitude de faire du technique en fait. Simple et efficace. Voilà, c'est plus simple et dur efficace. Puis moi, dans mon idée, c'était aussi de prendre des gens d'horizons différents pour ramener une originalité, qu'on ne soit pas juste une copie. De pouvoir s'influencer un peu de tout le monde. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est cool. Puis comment que ça s'est passé, justement, la composition très rapide du premier EP? Bah, ça a été spontané, en fait. Ça a été un peu naturel, entre guillemets. On a tout de suite eu une espèce d'harmonie entre nous. Et on a commencé à. On avait également les moyens, en fait. Ouais. On avait un studio mis à disposition. Ouais. On pouvait y aller quand on voulait. On avait le temps. On avait notre matos. Voilà. Qui était On n'était pas pris par oui, vous avez réservé que 2 heures, faut partir ou voilà, des choses comme ça. Donc on a pu composer en live et en même temps écrire. Bon, vous savez, avec les technologies d'aujourd'hui, on pouvait quasiment enregistrer nos idées quasiment tout de suite et puis faire des démos. Assez rapidement. Ouais. Et on a eu le fait de jouer rapidement, de se mettre à composer, de jouer ces morceaux. Musicalement, on a appris à se connaître assez vite, en fait, puisqu'on s'est lancé direct dans la composition, pas dans des reprises. Donc, ça a fait que c'est là qu'on a vu que ça se passait bien. Ouais, avant même de prendre les instruments et de jouer ensemble, on s'est mis directement sur les logiciels pour composer. Donc, on avait déjà des idées chacun, et donc on est venu avec nos idées. Puis on a quand même des influences communes. Si on peut citer quelques groupes que tout le monde connaît, System of a Down, Slipknot, Korn, voilà, ça fait partie des groupes en commun qu'on avait. Donc Machinette, Trivium, tous ces trucs-là. Donc on s'est mis à composer dans l'esprit. Il y a des morceaux qu'on a composés très rapidement. Moi, j'avais une banque de riffs de guitare que je soumettais au groupe. Je n'arrêtais pas de produire des riffs et donc Vartan disait ça oui, ça non, ça oui. Donc voilà, à partir des riffs retenus, on a commencé à développer et puis c'est allé très vite. Okay. Et puis moi, de mon côté, l'EP, pas musicalement, mais dans la direction des sujets, des chansons, des titres, comment ça allait se goupiller, enfin, comment ça commence, comment ça finit. J'avais tout le projet déjà dans mon esprit, de quoi on allait parler, comment serait la pochette, enfin, tout ça qui avait déjà mûri en fait avec mon ancien projet, mais que j'ai conclu avec Lisbeth. C'est ça, vous avez rejoint, dans le fond, la formation. Il y avait déjà toute une lignée de choses déjà préparées. Oui.
Vous n'étiez pas lancé Alors, dans le néant. ouais, alors après, fruit du hasard ou non, il s'avère qu'on a tous des convictions communes. Et du coup, les paroles que met Vartan sur les chansons nous parlent à tous. Et c'est assez, on va dire, engagé d'une certaine façon, non seulement sur la dénonciation des erreurs humaines, sur tout un tas de choses, notamment sur le climat, sur la planète, sur la bêtise humaine, sur la La politique, sur la l'écologie, enfin, un peu politique, tout, voilà, quoi. sur les abus faits par les humains au sens large. Mhm. Donc on avait quand même voilà, on s'est bien entendu très vite sur tous ces domaines. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'était facile ouais. pour vous de défendre ces idées. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est ça, c'est plus sans aller dans une revendication politique claire, forte. C'est plutôt des réflexions, une invitation à réfléchir. Voilà, par exemple, sur l'EP, Vartan, quand il écrivait une chanson, il se mettait dans la peau d'une personne. Il essayait de s'imaginer dans une situation, une personne dans un contexte social, par exemple, difficile. Qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle voudrait dire, qu'est-ce qu'elle ferait. Et donc, il écrivait comme ça. Donc, c'est un peu une espèce d'introspection, d'invitation à réfléchir, à aller un peu plus loin que juste nous-mêmes. Mais c'est pas non plus, on va pas dire qu'on est un groupe politisé à fond, non. Non, mais par contre, c'est vrai que le titre du groupe, Despite the End, malgré la fin, voilà, c'est pour pointer tout un tas de transitions, en fait, que ce soit une transition sur l'écologie, sur la planète, sur des transitions de relations humaines, sur d'état d'être. Voilà, on a une chanson Paralyze que tu connais, que tu as écouté. Voilà, qui parle du handicap. Ouais. Déjà, deux choses. Moi, je travaille dans mon travail, c'est de travailler avec les gens en situation de handicap dans un atelier. Et puis aussi MyWay Production, MyWay Association qui sont en lien justement avec les personnes en situation de handicap. Donc, c'était pour moi logique de faire un titre qui est dédié, entre guillemets, à cette problématique. Ouais. Okay. Et c'est une facilité pour toi de te mettre un peu dans la peau d'un personnage pour écouter tes chansons? Oui, j'ai jamais, comment dire, ça n'a jamais été réfléchi sans vouloir me jeter des fleurs, mais c'est juste que ouais, c'est un peu inné, quoi. J'aime faire ça. J'aime faire ça. Non, puis ouais. Je suis un rêveur dans la vie, donc en fait, c'est juste mettre mes rêves à l'écrit. Voilà. Ouais. Vas-y, qu'est-ce que tu allais dire? Non, j'allais dire que c'est pas des situations autobiographiques forcément. Voilà, il y a des chansons qui parlent par exemple ouais, ça me vient pas. Si des schtroumpfs. Ouais. Non, mais il y a des chansons. Par exemple, Bullet for the Wicked, ça parle des humains qui abusent et on donne des munitions tous les jours pour les méchants, pour nourrir un système. Voilà, les esprits malins. On invite l'auditeur à une réflexion sur est-ce qu'on aurait pu faire autrement, est-ce que on est obligé de rentrer dans ce système où on doit suivre nos vies comme des robots et générer de l'argent au détriment de la planète, toujours. Voilà, donc il y a des choses comme ça. C'est pas autobiographique, c'est vraiment invité à la réflexion. Donc ça, c'est un exemple concret, mais voilà, chaque chanson est un peu dans cet esprit. On se met pas à la place du personnage, c'est des réflexions globales que tout le monde pourrait avoir, en fait. C'est ça, en fait. OK. Y a-tu, dans tous ces sujets-là, y en a-tu un en particulier que vous préférez écrire dessus? Moi, du coup, comme j'écris les paroles, j'aime bien les sujets, comment dire, d'énoncer l'urgence dans un contexte. Okay. Et aussi, j'aime les chansons qui sont un peu introspectives, psychologiques. Personnelles pour le coup. Personnelles, ouais. Il y en a aussi, c'est vrai. Il y en a qui sont personnelles, mais il y en a qui je me mets à la place aussi. Oui, comme Paralyze. Voilà. Mais il y a moins de chansons personnelles malgré tout. Oui, c'est vrai. Ouais. Il y en a surtout dans l'album. Mais oui, après, si vous avez l'opportunité d'écouter ce qu'on fait, c'est la musique, voilà, elle est sympa à écouter, je pense, mais au-delà de, c'est pas trop mal, voilà, ça passe. Voilà, ça peut se mettre. Écoutez-nous pas là. Non. Voilà, mais au sujet des paroles, ça vaut vraiment le coup d'aller vraiment décortiquer les paroles parce que Vartan, ça a été vraiment le fruit d'une grosse réflexion sur tous ces textes. Ouais.
Et, Et puis, il y a eu la crise ouais. du Covid surtout Ouais. qui a beaucoup Dans inspiré. l'album, ça m'a. Oui, parce que dans l'album, on était en plein dedans Ouais, ouais. quand on a composé. Donc, ouais, ça a été. Donc, Survive the Turn, de toute façon, le nom de l'album, il est très parlant parce qu'en fait, on fait un EP, on le sort, paf, tout le monde est confiné. Ouais. On ne sait pas si on pourra repartir avec le même budget. On n'a pas encore fait le clip. Enfin, Ouais. bref. Il n'y a pas de concert, il n'y a plus rien. Et donc, l'analogie était sympa de se dire survivre au tournant autant que groupe et en tant que représentation de ce qui se passe sur la planète au global. Voilà. Mhm. Et, ouais, c'est ça, justement, avec la COVID, ça a été quoi vos difficultés que vous avez rencontrées? Puis, en quoi que vous avez trouvé que vous avez eu des forces à travers tout ça aussi? Déjà, première difficulté, c'était de ne pas se voir et de ne pas pouvoir jouer tous ensemble. Ouais, parce qu'en fait, on est passé d'un EP où on était en train de composer quasiment tout le temps les uns à côté des autres En live, en fait. à passer à composer chacun dans notre coin. À faire des réunions sur des Zooms, à se faire écouter des s'envoyer riffs, les idées, des à trucs comme s'écouter ça. les Mais riffs. du coup, on ne pouvait pas faire vivre les morceaux, on les jouait, les travaillait, dire ah bah ça, ce riff on le raccourcit. Non là, on commence plutôt comme ça. Là c'est bien, là c'est pas bien. On n'a pas eu ça en fait. On faisait des réunions par réseaux sociaux d'échange avec les logiciels de musique. Avec Discord. Avec Discord, ouais. Pas de pub, mais on est là. Mais ce qui était pas si évident que ça, c'est que malgré tout, le groupe il s'est formé fin 2019. Fin 2019. Fin 2019, que la crise de la Covid c'est survenu début 2020, voilà mars 2020. Ouais. Donc on était vraiment un jeune groupe et c'est difficile à juste, on se lançait, on a fait un EP, 5 titres. On était prêt à le défendre déjà en live pour des petits concerts et on a été bloqué dans l'élan. Tué dans l'œuf. Le groupe, comme il était tout jeune, c'est pas évident de le faire vivre alors qu'on se connaissait pas depuis très longtemps et on a continué malgré ça à se faire des réunions et puis on s'est dit quitte à être confiné, autant continuer à écrire. Et donc on a enchaîné, on a écrit des musiques et on a fait l'album dans la foulée. Ouais, parce qu'on ne devait pas le faire à la base. On devait pas le faire à ce moment-là. Mais bon, comme il n'y avait pas de concert, on s'est dit allez, je pense que ça a été ça la force. Dans le projet, ce qui était conclu avec la production, c'était qu'il y aurait un album, mais il devait arriver peut-être 1 an ou 2 ans plus tard, après avoir tourné un peu, concert, etc. Donc du coup, on l'a fait juste un peu plus rapidement. Mais en fait, donc, quand tu disais les défauts et les plus que ça nous apportait, par contre, le fait, donc le défaut, c'était de travailler séparément, mais ce que ça nous a apporté, on avait tous besoin un peu plus de s'aguerrir au niveau des nouveaux logiciels, au niveau du traitement de la musique faite à la maison, etc. On était un peu à l'ancienne, nous. Voilà, et du coup, ça nous a obligés à nous mettre à jour sur ce côté-là. Voilà. Et c'est le fun parce qu'aujourd'hui, c'est aussi. C'est pas très coûteux non plus de pouvoir faire quelque chose qui a de l'allure à partir de chez soi. Là. C'est vrai. C'est vrai. Et, dans le temps, moi, ce que je fais en ce moment, ça m'aurait coûté 15 000 peut-être pour pouvoir faire ça. Là. Puis là, je m'en sors avec 1 000. 1 000, on est super bien équipé, puis tout va bien. C'est vrai que les équipements ça a beaucoup baissé les prix et du coup, faire plus de choses. Parce que la technologie avance. Aujourd'hui, dans un ordinateur, on peut avoir un orchestre. Ben oui. Puis est-ce que vous avez eu peur que ça brise le band? Un peu, oui. Surtout que pas tellement la composition de l'album, mais la finalisation a été dure. Ça a été dur. Ouais. A été dur parce que chacun, comme on était séparés la plupart du temps, chacun dans son coin s'est fait sa petite idée de l'album. Et quand on s'est retrouvés tous ensemble, chacun pensait d'une façon et du coup, c'était pas la bonne façon. Donc, il a fallu faire des concessions. C'est clair que pour la communication, c'était plus dur. Ouais, plus dur. Quand on a fait l'EP, on ne savait pas forcément quelle direction donner au projet. Voilà, l'EP Butterfly Effect. Donc, on a écrit des choses qui sonnaient à nos oreilles à tous les 5. Et puis, c'est vrai que pour l'album, on a continué de composer de la même façon.
Et puis, voilà, on se voyait pas au quotidien. Donc, en fait, en cours de route, on a changé de direction sur l'album. la fin de la composition. Pour te donner un exemple, on composait plus de façon, on écrivait plus des morceaux à la Trivium ou voilà, Trivium, Machine Head, ce genre de groupe. Et en fait, en cours de route, on s'est dit, bah non, Vartan, c'est vraiment le leader du projet. Donc nous, on l'accompagne du mieux qu'on peut. Et lui, il voulait que ça sonne autrement, mais après, comme on se voyait pas, la communication n'était pas toujours simple. Et donc, en cours de route, on a changé de direction pour rendre le truc plus metalcore. Voilà, donc c'est ça. C'est surtout ça qui a fait c'est ça. que. Ouais. Mais au final, bon. Ouais, ça a été un peu décevant sur le moment parce que c'était beaucoup d'heures de travail qui a été difficiles déjà, qu'il a fallu revoir. Mais d'un côté, c'était bien parce que, au final, on a réussi, je pense, à faire un album cohérent sur la durée. Et ce qui n'était pas forcément. Ouais. Ça partait pas trop comme ça. Par exemple, il y avait des chansons qui étaient trop décalées dans l'ambiance. Ouais, voilà. Il y a un morceau sur l'album qui s'appelle Guideline. On a une autre version. Ouais. La première version qui sonne beaucoup plus old school. Ouais, grave. Old school avec des riffs qui sonnent Metallica, Trivium, voire Megadeth. Alors qu'en fait, maintenant, c'est un gros morceau metalcore. Et maintenant, c'est un gros morceau metalcore. Très moderne. Et c'est drôle, on l'a vraiment détricoté, reformulé d'une autre façon, quoi. C'est le fun, ça, quand ça arrive de redécouvrir une chanson dans un autre style. Ouais. Mais il se peut que voilà, on la fasse pour rire, on va se l'enregistrer comme on l'avait composé initialement. Ouais, pourquoi c'est pas possible. Faire peut-être sur un CD remix, alternative version. Ouais, voilà. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ah oui, c'est des bonnes musiques que les fans apprécient aussi de voir. Nous, au Québec, il y a je sais pas si vous connaissez la formation Rouge Pompier. Non. Non, c'est un groupe de rock à deux. Et eux, ils se sont partis une page Patreon. Ils déposent leurs chansons, leur pré-production des chansons là-dessus. Puis quand toi tu t'abonnes, ben, tu as accès à écouter ça. Fait que tu peux donner ton avis, prendre les avis de leur auditoire de cette façon-là. Fait qu'ils construisent leur chanson un peu comme avec leur auditoire, mais ça permet de voir l'évolution de la chanson début jusqu'à la fin. C'est super intéressant. Ah, c'est cool. Ouais, c'est cool, ouais. Carrément. Ouais. Parce que des versions d'un seul morceau, il peut y en avoir. Ouais, mais c'est ça. 15. Mais c'est ça qui est bien. Chaque personne a une version d'un morceau. La chanson n'est pas finie tant qu'elle n'est pas sur l'album. Et même quand elle est sur l'album, des fois, on se dit en live, on va faire ça de même. Hein? En live, on fera pas ça. Puis en plus, il y a le mix qui rentre en ligne de compte, quoi. On peut, avec le mix, faire sonner les morceaux de façon tellement différemment, en fait. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Donc on pourrait, moi j'avais soumis l'idée, mais au final elle n'a pas été retenue, mais c'est pas grave. Mais on aurait pu sortir l'album avec le mix qu'on a et puis un autre mix totalement différent et les chansons on les aurait découvertes autrement. Ça aurait pu être une bonne idée. Ouais, pourquoi pas. Après, c'est vrai que ça s'est jamais fait. Hein. J'ai jamais vu un groupe qui sortait son album en deux mix différents. Ouais. Mais une première pourquoi pas. Non, mais des alternatives versions de quelques titres, ça se fait au bout d'un an, 2 ans. En tant que CD bonus, c'est pas impossible. Hein. Ouais, carrément. Et, on parle beaucoup du premier EP. Pour quelle raison vous avez décidé d'inclure de l'arménien dans la chanson des Spice Dion? En fait, moi, je suis d'origine arménienne. Ouais. Donc, ça m'intéressait d'intégrer à l'EP des paroles en arménien. Donc, je me suis, pour la petite anecdote, ma mère m'avait enregistré sur WhatsApp les vocales pour être sûr que je prononce bien les mots en arménien. Et au final, donc quand j'étais en studio, la voix de ma mère passait, puis je répétais les textes. Et au final, on s'est rendu compte que la voix de ma mère faisait un peu mystique au fond. Du coup, on a laissé carrément sa voix sur la version finale. Voilà. Mais c'est un audio WhatsApp. Mais c'est des audios WhatsApp. Pas grave, ça. Grâce un coup à notre ingé son qui a réussi à rendre ça nickel. Ouais. Voilà. Comment elle trouve ça d'être sur un album de métal? C'est ça le métal moderne. Je crois qu'avant de voir album de métal, elle voit je suis dans l'album de mon fils. Elle voit pas que ça, voilà. Non, mais elle est très contente d'avoir. Et puis elle était chanteuse. Moi, mes 2 parents sont chanteurs et mon père était chef de chœur, donc je baignais dedans très petit déjà.
Et justement, on va se lancer un peu dans des questions un peu plus personnelles chacun. Comment justement la musique est rentrée dans vos vies? Moi, je viens de répondre, je pense. Je vais laisser, Moi, c'est ma sœur. C'est ma sœur. Enfin, la musique métal, hein, parce que j'écoutais Michael Jackson avant que j'écoutais du métal. C'est super, Michael. c'est très bien, Maguette. Bah ouais. Ouais, c'est vrai que c'est très bien. Non, moi, Musicalement, c'est ma oui. sœur. Personnellement, un peu moins. J'ai 2 ans de moins qu'elle et quand elle avait 13 ans, elle débarquait dans ma chambre comme une fille avec ses cheveux longs et blonds là. Et elle faisait du headbang comme ça et elle écoutait Nirvana, les Guns N' Roses et elle me faisait écouter ça. Je fais, ah, c'est bon, vas-y, lâche-moi, casse-toi et tout avec tes musiques là. Et en fait, un jour, elle m'a offert pour Noël la cassette parce qu'à l'époque, je suis un peu vieux maintenant. Il n'y avait, il y avait pas trop de CD. La cassette du Black Album de Metallica et j'ai vraiment accroché. Très vite, je me suis acheté d'autres cassettes de Metallica. Puis voilà, après j'ai rencontré des potes au lycée, voilà, en seconde et tout ça. J'ai commencé à poursuivre sur Megadeth, sur Pantera, sur des groupes comme ça. Et voilà. Et donc très très vite, j'ai voulu faire de la guitare électrique. En fait, à partir de mes 12 ans, voilà, j'avais déjà des t-shirts de métal et je commençais déjà à me dire, putain, je veux faire de la guitare, je veux faire de la guitare. Et mes parents voulaient pas. J'ai économisé l'argent de poche pour m'acheter une petite Fender premier prix. Voilà, c'est ça l'histoire. Squire. Exactement, une petite Squire et j'ai acheté le Marshall D-Watt qui allait avec. Ah ouais. Voilà, casser les oreilles de mes parents, mais je mettais ça à fond sur la fenêtre et je faisais ouais, c'est ça l'histoire. Ben moi, c'est d'abord par mon père qui avait un groupe à l'époque et donc il chantait. Il a fait quand il avait 20 ans, il chantait du Rage Against the Machine. Ah ouais. Bon track, ouais, mon père il était comme ça, ouais. Après, il a eu un groupe de reprises un peu rock et puis de blues. Voilà, et donc je l'accompagnais à ses répètes quand j'étais petit, avec un gros casque de chantier là. Ouais. Ah ouais, j'adorais. Et après, je suis allé au conservatoire pendant 6 ans, 5-6 ans. À partir de mes 7-8 ans, un truc comme ça, je faisais de la flûte à bec. Ouais, j'adorais. Du baroque. Ok. Et en fait, après, je me suis mis à la basse parce qu'il y avait des potes à moi au collège on voulait monter un groupe, mais il y avait déjà 2 guitaristes. Et ils disaient, ouais, mais il nous faut un bassiste, fais de la basse. Moi, j'avais aucune idée. Enfin, je sais pas, je connaissais pas trop. J'ai dit, ouais, ok, je vais regarder ce que c'est. Et je me souviens avoir tapé sur YouTube comme ça, solo de basse. Et je suis tombé sur une vidéo de Victor Wooten, qui est un excellent bassiste, plutôt funk, groove, tout ça. Et en fait, j'ai dit, mais c'est encore mieux que la guitare, je vais faire ça, c'est super. Et donc voilà, j'ai convaincu mon père de m'offrir une basse. Et il m'a dit, ouais, mais tu t'arrêtes pas dans 3 mois. Et ça fait, je sais pas, 13 ans, un truc comme ça que je fais de la basse. Ouais. Un bon investissement. Ouais. Et puis, je suis venu au métal quand même. C'était assez marrant parce que, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup Aerosmith, les Doors, les Rolling Stones, Rage Against the Machine, Nirvana, tout ça, Pearl Jam un peu, tous les CD de mon père. Et en fait, un jour, on était dans la voiture et il me dit, tiens, je t'ai amené un disque là que j'ai eu au boulot. C'est un album qui vient de sortir. Dis-moi si t'aimes. Et en fait, il a mis Meteora de Linkin Park. Yeah. Et donc, moi, j'étais dans la voiture et j'écoute. Et dès l'intro de Don't Stay, les guitares qui rentrent. Et en fait, c'était la première fois que j'entendais des guitares lourdes comme ça. Des guitares de métal, en fait. Ah oui. Et j'ai halluciné parce que moi, j'avais l'habitude d'entendre les guitares, genre Led Zeppelin. La l'overdrive légère. Voilà, tu vois. Et là, petite j'ai entendu. distorsion douce. Voilà. Et là, j'ai entendu ces gros murs et j'ai fait, putain, ça m'a fait des frissons, des trucs. Et j'ai saigné l'album. J'avais pris Hybrid Theory aussi. Là, c'est là que tu as pris des pilules pour faire pousser tes cheveux plus vite. Voilà. Tout ça. Et étrangement, Linkin Park, après, j'ai arrêté un peu parce que j'ai découvert Metallica en 5e et là, j'ai kiffé. Et puis, je suis rentré dans l'old school. Et au final, voilà, je reviens vers le néo. Ouais, le néo qui est le courant des années Ouais. finalement 80 quoi. 98, 98 2000. Ouais.
On appelle ça néo-metal et on est en 2022, quoi. C'est vrai, c'est vrai. En fait, le old school, c'était le néo-metal. On dit old school pour les années 80, mais aujourd'hui, le old school, c'est devenu. C'est ça, le old school, c'est le néo-metal. Ouais. Mais nous, quand on dit old school, c'est les groupes d'avant, C'est- le néo. ouais. C'est ça. Maison de retraite school. quoi. C'est Cowboys From Hell, c'est ça. C'est Slayer, c'est Most Anthrax, War et tout ça. quoi. Obituary. Bah Le ouais. cimetière à l'arrière de l'église. là. Ouais, C'est Raining Blood Slayer et tous ces groupes, tous ces albums-là. quoi. Ah ouais, carrément. Et du coup, moi, tout à l'heure, j'ai dit, déjà, il y avait mes parents qui baignaient dans la chanson. Donc, petit, je voyais de la musique partout chez moi. Ouais, ouais. Puis, j'entendais, pardon. Et puis, moi, je suis arrivé assez tard dans le métal. J'avais 17-18 ans. Et moi, un jour, un copain de lycée, on en revient toujours au lycée ou au collège, un copain de lycée m'invite à passer chez lui après. Et il me dit, tiens, t'es arménien, toi? Je dis oui. Il me dit, rien, écoute, j'ai un groupe, je crois qu'ils sont arméniens aussi. Et il me passe du System of a Down. Et là, coup de foudre. Coup de foudre. Je voyais 4 gars qui parlaient de mon pays, alors que tous les gars autour de moi ne savaient pas où placer l'Arménie sur une carte. Et du coup, c'est parti comme ça. Puis ça a beaucoup, jusqu'à maintenant, ça influence beaucoup déjà, rien que mes textes qui sont engagés comme ils les avaient eux. Ouais. Et puis voilà. Et après les systèmes, j'ai fait du Linkin Park, du Korn, et puis au bout de 2 ans, je suis arrivé sur un truc un peu plus énervé, Lamb of God, Machine Head, Slipknot, voilà, ça a évolué comme ça. Ok. Et au fil du temps. Voilà. Ah, c'est cool ça. Puis est-ce que vous vous rappelez du premier album que vous vous êtes acheté avec votre argent personnel? Moi, clairement, ouais. c'est Ride the Lightning, Metallica. Moi, c'était. Est-ce que c'était soit Hybrid Theory de Linkin Park, soit c'était peut-être Kill 'Em All de Metallica. Ouais. Parce que, ouais, ça devait être ça, je pense. Et moi, comme j'ai dit, je suis arrivé au Metal Tard, donc mon premier CD, je crois que c'est soit du Britney Spears, soit du Cisco. Je ne sais pas si au Canada, vous connaissez le R&B de Cisco, un gars qui faisait du R&B dans les années 2000. Personnellement, moi, non. Je sais pas si au Canada, c'est connu. Donc, voilà. Personnellement, non. Le premier retour radio, il y avait le CD de Britney Spears, le premier album. Oups. Il y a tout le temps des petits chefs-d'œuvre à cette question-là. J'assume. Au final, c'est le chemin qui m'a mené à aujourd'hui, donc faut assumer. Il y a un chemin logique faut pas entre avoir Britney honte. Spears et Slipknot, hein. Merci Britney, merci Britney. C'est ça. Ah ouais, puis elle a bien viré, là, Britney. Ouais, puis vous rappelez-vous du premier spectacle que vous avez vu en live? Faut que je monte là. Ah, tu veux dire de groupe Britney. Non, c'est pas Britney, c'est pire. Là, le premier concert que j'ai Moi, je vais pas être très original, mais c'est encore une fois Metallica. Moi, je suis né en 1980, donc voilà, mon premier live, c'était Metallica, Hippodrome de Vincennes, tournée Black Album. C'était oufissime. Voilà. Le premier intéressant, marquant, on va dire, parce que j'avais déjà vu des petits trucs, mais un peu naze. Je pense que ça a été, c'était les Black Eyed Peas sur l'album Elephant. C'était à Bercy ou au Zénith. Et en fait, ils avaient sur scène, il y avait un batteur, guitariste, bassiste, des cuivres, il y avait un DJ. Et c'était vraiment super parce que c'était l'époque où ils faisaient vraiment du rap avec des samples, des super samples, tu vois, de la funk, de la salsa, des trucs comme ça, de la musique cubaine un peu. Et donc, c'était génial. J'adorais. C'était super. Ouais. Et La plus grande influence, Black Eyed Peas. Mais l'album Elephant est super. Ouais, Il est super. Et puis moi, comme des petits, on est baigné dans le monde de la musique, je ne peux pas me souvenir du premier spectacle ou concert que j'ai vu, mais la première fois où de moi-même, j'achète une place et je vais, c'est Evanescence en 2003. Britney Spears, Evanescence. Voilà. Ça a commencé par chanter avec des filles, et puis après, le métal est arrivé. Et puis T'as été voir la Kuna Coil, des groupes comme ça? Non, toi, j'ai pas vu ça. Non, Paramore un peu. Non plus. Non. C'est D'ailleurs, j'avais eu le hasard
d'être allé au Zénith en 2003 pour Evanescence. Et c'était tombé sur le concert qu'ils avaient fait en DVD. Donc, en fait, mon premier concert, je l'ai en DVD. T'as un beau souvenir. On te voit-tu dans le DVD? Hein? On voit dedans. Ah non, on ne me voit pas dans le DVD. Non. Pas dans les 5000 personnes de la fosse. Cool. Puis, est-ce que vous vous rappelez de votre première fois sur scène? Ah oui. Ah bah ouais. Ah ouais. C'était terrible. Britney Spears, non, je Ah ouais. Oops, I did it again. Yes. Oui, c'est là en version Disney. Non, ça va aller, ça va aller. Mon premier concert de métal, hein, Ouais. parce qu'avant j'avais fait des concerts avec le quatuor de flûte. Ah ouais. Bah, c'était bien, mais mon premier concert de métal, c'était terrible. C'était terrible. C'était nul à chier. En fait, on avait un groupe, on avait menti, on faisait un tremplin. On s'était inscrit à un tremplin où il fallait jouer que des morceaux originaux. Et on est allé là-bas, on a dit qu'on avait des morceaux, mais qu'on n'avait pas de démo parce qu'on n'avait pas d'argent, on était au lycée. Et on a dit qu'on avait de quoi jouer 25 minutes, donc il nous fallait 5 morceaux à peu près. On n'avait rien du tout. Il nous a dit OK, il nous a demandé le nom du groupe. On a fait Mechanics, comme la chanson de Megadeth de Mechanics. Et on a eu un mois pour préparer 5 morceaux pour faire le concert. C'était dans un bateau sur la Seine, le bateau phare. Ah ouais, le bateau. Ouais, et ben, on n'était pas en place, on avait oublié plein de parties. Le chanteur, il avait tellement le trac que des fois, il chantait plus. C'était nul, mais on a été repêchés en fait, parce qu'ils nous ont dit il y a du potentiel. Alors vous allez au deuxième tour. Et nous, on était là, mais putain, c'est pas possible. Et donc voilà, on est quand même allé jusqu'en finale de ce truc, mais non, c'était une catastrophe. J'ai le DVD, je l'ai pas revu depuis. On se le mettra. Ok. Ouais. Mon premier concert que je fais, c'est dans un bar, un petit bar à Paris avec donc mon groupe de métal de l'époque de lycée qui s'appelait Mesa Blood. Et du coup, on avait fait un concert comme ça où il y avait nos parents, nos amis. On était 15-20 personnes devant nous. C'était fun. Et on s'était donné du mal. On avait fait nous-mêmes des jeux de lumière. On avait adapté un stromboscope à la double pédale du batteur pour que ça joue en même temps que lui il tape et tout. Pas mal, ça hein. s'allume. Ouais, Pas mal, franchement. Et puis c'était Roy en plus, le batteur Ouais, actuel c'était de Roy. Dispadien. Ouais. Ah ouais. Nous, on s'était pas donné autant de mal. Moi, j'avais 16 ans, c'était en seconde. Mon groupe s'appelait Blistering et c'est en rapport avec une chanson de Machinette sur The Morphing Change qui commence par une roulette de dentiste bien horrible, Kratos, là. Donc, le groupe s'appelait Blistering et on faisait que des reprises de metal old school. Voilà, les groupes que j'ai cités, les Metallica, Megadeth, Pantera. On a refait aussi du Deftones, My Own Summer et on avait fait du Satriani aussi. Enfin, on s'essaya parce qu'en franchement, on était ridicule. Donc, c'était vraiment le jack dans l'ampli à donf en saturation, les Larsen. Et puis, c'était dans un bar qui s'appelait le Bosquet Fleuri. Et je crois qu'il y avait des mecs c'est pas qu'ils ont tout pété, mais c'était n'importe quoi. Il y avait beaucoup trop de monde pour le bar et il y avait des punks qui s'étaient invités un peu au show qui foutaient le bordel. Ah, c'est génial. Ah, ouais, des bons souvenirs, j'avoue. Ouais. Tu parlais de spectacles sur la scène. J'ai été, là, 3 ans, j'ai été à Paris pour la première fois. J'ai été voir justement Municipal Waste au Petit Bain. Et au Petit Bain, ouais. Bah, Ouais, c'était avec Power Trip. oui, Parce que c'était vraiment le fun. On n'a pas vraiment ça ici au Québec, là, des spectacles comme ça, mettons. Je trouvais ça intéressant, tu sais, dans une cave de bateau avec un genre de petit rave au-dessus. C'est deux mondes qui se croisent habituellement pas là, sur le même bateau. Là. C'est vrai. C'est un peu hallucinant, c'est vrai. Ah, je trouvais ça cool comme concept de faire ça, de profiter justement de la scène de cette façon-là. Là. Bah, quand on jouait dans le bateau, là, quand on a fait notre concert, il y avait du monde, mais à un moment, un mec est venu on était, je sais pas, il devait nous rester 2 morceaux. On s'arrête et il y a un mec qui vient, qui prend le micro et qui fait
est-ce que vous pouvez vous décaler un peu plus sur la gauche parce que le bateau est en train de pencher parce que tout le monde est à droite et après il est parti parce que tout le monde était d'un seul côté de la scène, tu vois, et le bateau penchait. C'était un peu ok, incroyable, mais c'était marrant. C'est drôle. Énorme. Puis ça serait quoi une de vos meilleures expériences sur scène, personnellement? Qui pourrait nous arriver ou qui nous Non, est arrivé? qui vous est arrivé? Non, c'est notre dernier concert. Ouais. Ouais, C'est franchement. le Ouais. backstage. Après, moi, j'ai joué sur la scène de la Cigale. Il y avait 30 personnes. Hein. Il était 22h un mardi, mais c'était la Cigale quand même. Alors, je sais pas. Moi, j'avoue que j'ai pas forcément de souvenirs préférés sur scène parce que dès que je monte sur scène, en fait, c'est tout le temps que du kiff. Ouais. Donc, je peux même pas dire que c'est même de mon premier concert au dernier qu'on ait fait avec Despite, là, c'était au backstage à Paris. Ouais. Voilà, à côté du Moulin Rouge. Ouais. Tout est mortel. Je peux pas te donner un exemple particulier, en fait. La seule chose dont je vais me rappeler, une petite anecdote, là, c'est pas moi qui jouais, c'était des copains qui jouaient, c'était une salle et c'était pareil, c'était au lycée et c'était un groupe voilà, qui mettait vraiment le feu et il y avait beaucoup de monde et j'arrêtais pas de monter sur scène pour me taper des slams et ça, je pense que ouais, c'est un de mes premiers souvenirs vraiment de bien kiffant de scène, en fait. D'être porté par le public comme ça et tout ça. J'avais fait ça tellement kiffant. à Du Megadeth. crowd-surfing. C'est ça. Sur À tout le monde. Main stage 1 du Hellfest. À tout le monde. Toi, tu fais le. Ah ouais. C'est ça, sur la chanson qui va bien. Quoi. Ah ouais. Sur le Main stage 1 du Hellfest, c'était énorme. Ah ouais. Moi, mon meilleur souvenir, ça reste le dernier concert de Despite the End qu'on a fait au backstage. Parce que quand on remonte un peu l'histoire, il y a l'arrêt de l'ancien projet, il y a remonter ce projet, se travailler pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Et voilà. Et du coup, remonter sur scène et avoir quand même, malgré que le groupe avait quasiment jamais joué en live, 2 semaines avant, on avait fait un petit live un peu éloigné, dans un bar éloigné de Paris. C'était un peu un tour de chauffe. Tour de chauffe. Quand on a fait le backstage et qu'on avait quand même 150 personnes devant nous, c'était plaisant quand même. Voilà. C'était plaisant, c'était un vrai kiff de revenir sur scène et surtout de pouvoir avoir assez de public pour interagir avec eux, faire des Wall of Death. Voilà, c'était vraiment kiffant. Surtout après les confinements Covid, franchement, juste de pouvoir foutre le bordel sur scène là. Franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Est-ce que vous avez profité justement de. C'est quoi le premier concert que vous avez vu après les relâchements de la COVID? Le premier, j'ai pas vu. J'ai pas fait de concert. Moi, je vais voir Dream Theater en avril. Moi, je croise les doigts. Gojira à Bercy. Ouais, le 28 février, j'ai mes places. Je croise les doigts pour. C'est décalé? On nous dit dans l'oreillette que c'est décalé. C'est décalé. Ils l'ont mis sur Instagram il y a 2-3 semaines déjà. Mais non, c'était pour la date de Lyon, ça. C'est décalé pour Paris. Il y a un conflit en interne avec notre J'ai acheté mes places mercredi et c'est toujours au 28 février. On voit de la déception dans ton visage. Oui, avec ma femme, ça fait 3 ans qu'on a des places pour le concert de Rammstein qui a été 2-3 fois décalé. Et on avait Korn à Bratislava aussi qui a été décalé. On voulait aller à Bratislava pour voir Korn et Gojira justement. Ok. Des petits groupes pas très connus. Ouais. Yes, moi aussitôt que ça a réouvert ici, moi j'ai eu un bébé, moi, durant la COVID, là, j'ai eu mon premier enfant. Félicitations! Merci. Puis elle avait 3 mois. Il y a un petit festival punk qui s'est fait dans une piscine municipale. Ils ont vidé la piscine. Les bands se sont mis là-dedans, puis ils nous ont mis des petits enclos de 3 ou 4 personnes. On était 80 personnes, j'étais là avec mon bébé de 3 mois. C'est le premier show qu'il y a depuis la COVID. Je suis là, tabarnak! Énorme! C'est génial! Elle avait ses petites coquilles.
faisait frais, il faisait frais, par exemple, au mois de septembre. Comment tu dis? Ces petites quoi? Coquille. Coquille pour les oreilles. Ah, c'est un joli nom. Nous, on dit pas comme ça. On dit c'est des soit anti-bruit. casques anti-bruit ou des boules caisses, quoi. Ah ouais. Ah, Les ce Français, serait on ça parle le vrai anglais. nom, un casse anti-bruit, mais Mais on c'est parle mignon, mal quoi. ici, Ah, on les dit coquilles. coquille. Ah, c'est chouette. On réutilisera. Ah ouais. Si vous venez voir District pensez à vos coquilles. Ah oui, parce qu'il y a de la décibel. Ah, c'est rigolo, en fait, parce qu'on parle français, voilà, tous les deux, mais il y a des petites différences et c'est vraiment amusant, en fait. C'est Ouais, stylé. puis j'aime. je pouvais pas vous faire un beau tabarnak avant qu'on s'en Ah, aille. exactement. C'est génial. Non, mais, Moi, j'attendais la chemise ouais. rouge à carreaux. non, mais et il y a des expressions qu'on doit avoir qui doivent vous faire mourir de rire également, non? Ah, c'est sûr qu'il y en a. Oh, on a Mysterio qui s'en vient, qui arrive. Oh, il est-tu Ah, reparti? mais ça- Il est Alors, reparti. esti. Non. Enfin, Il va sûrement revenir. Non? Excuse-moi, là, ça m'a coupé dans ta question. Non, je disais, il doit y avoir des expressions qu'on a là sur l'Hexagone qui doivent vous faire mourir de rire. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Là. C'est surtout de la. Je pense que c'est dans les insultes qu'on est très différents ou ces choses-là, tu sais. Des fois, nous, on a l'impression que vous, c'est comme vous insultez, mais c'est doux. Tu sais. Ça égratine pas pour vrai. Là, tu sais. Dis, c'est comment quand tu insultes? Ah, Insulte-nous! insultez-nous, mais vous êtes des calices d'épais, tabarnak. Tu sais, mettons. Que ça soit solide, tu sais. ouais. Oui, on sent que ça vous fait bagarrer. Ah ouais, c'est violent, quoi. Ouais, faut que tu le sentes, parce que ça, tu sais, faut que tu le sentes, la rage en arrière. Là, tu sais, là. Là, je vous l'ai dit en riant. Je te conseille, si tu veux beaucoup rire, et moi, je trouve la langue que je connais, moi, où les insultes sont les plus énervées, c'est en turc. En turc? Ouais, si tu vas t'écouter des gens qui insultent en turc, c'est la guerre. Hein. Voilà. Alors, petit aparté. Ils arrivent à te frapper par la parole. Rien à voir avec les insultes. Je fais un aparté, mais si vous connaissez pas ce sketch, mais vous devez forcément le connaître, un sketch avec des humoristes français qui veut gagner de l'argent en masse. Vous connaissez ce sketch? Non. Oh, il Non. faut aller sur YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez qui veut gagner de l'argent en masse. En C'est masse. deux humoristes français qui parlent avec l'accent Soi-disant voilà, québécois. québécois. Oh et boy. c'est un mourir de rire. Ça doit être aussi mauvais que nous qui vous imitent. Non. À voir. À voir, parce que c'est Gad Elmaleh qui le fait, je crois. Et il a habité au Canada. il me semble. Ah ouais. Ah, il s'est pas fait beaucoup d'amis au Canada, Gad Elmaleh. Ah. Avec Ça, il nous l'a pas dit, hein. ses vols de blagues, puis Ah oui, Ah oui, 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 ça, oui, là, c'est c'est, vrai. il était barré de pas mal d'endroits. Là. Justement, il y a quelqu'un qui envoie des petits rips dans le chat en ce moment. Non, mais malgré tout, ouais, enfin, bon, après, vous faites ce que vous voulez, mais ce sketch, il est très drôle, ouais. Ouais, je vais aller voir de quel humoriste qui l'a pris. Non. Ouais, c'est possible, hein. C'est possible. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui vous a apporté à vouloir faire de la musique pratiquement exclusivement en anglais? Est-ce que c'est pensé aussi faire des morceaux en français éventuellement? En vrai, c'est très dur. Dans tout ce qui est rock et metal, c'est très dur de faire des. C'est un peu paradoxal parce que c'est notre langue, mais on a toujours l'impression que quand on écrit en français ou quand on traduit même des chansons qui sont écrites en anglais, on les traduit en français, on trouve que ça fait débile, en fait, c'est moche, ça sonne pas bien, c'est naze en fait. Ouais, et en puis fait, c'est plus vendeur en anglais. Oh, bonjour, Mysterio. Oh! Oh putain, il y a une attaque. La vache. Mysterio Mystère dans la neige. Oh là là. Allez. Bonjour, Monsieur Mystère. On est bien ici au Québec. On est bien. Voulez-vous voir un vrai Canadien? Ah, Vas-y, on veut voir un vrai Canadien en action, là. ça me caille pas ici. Ah, non, clairement pas. Oh non, ici, là, on est bien.
On fait ce qu'on veut. On est bien, des divas partout. Vas-y, mon gars, saute dans la neige. On est bien. Ah ouais. Rentre chez vous, Une tu vas être belle journée malade, chaude Mysterio. comme ça. Là. Rentre en Hey, dedans. hey. Le masque, il a déjà été fait par Slipknot. Ah, il est déjà parti. Il est parti. Et il est Ouais. parti. C'est juste ça. Ouais, il vous a montré que nous, on est bien enneigés en ce moment. Ah ouais, je vois ça, ouais. Voilà. Ah, oui, il fait froid, là. Qu'est-ce qu'on dit, par exemple, d'un pancake qui tombe dans la neige? On dit que c'est une kippa surgelée. Tu passes. Ah, ça fait partie du sketch de Gad que vous n'aimez pas. Hey, C'est pas- on dit pas pancake. Non, non. Ah, il dit pas pancake. Ah là là. Ouais, fait que c'est ça, qu'est-ce qu'on disait avec Mysterio nous coupe. Tu Oui, parlais que c'est c'était plus difficile. C'est les écritures en anglais Ouais. au lieu du français. Mhm. En fait, il serait possible d'écrire des morceaux en français, et sauf qu'en fait, l'écriture du français a besoin d'être beaucoup plus réfléchie, travaillée, Ouais. pour que ça sonne pas Lourd. lourd ou bizarre. En Ouais. fait, et donc pour l'instant, je ne m'exerce pas sur ce terrain-là. Voilà. Il y a des paroles aussi qui sont pour le coup très autobiographiques. Il y a au moins 2 morceaux sur l'album. Et clairement, c'est un carnage si on les traduisait en français. Ouais. Et il est préférable qu'on les traduise pas. Après, par exemple, c'est vrai qu'on en parlait dès le début avec Vartan. C'était de faire un morceau ou deux peut-être en arménien. Donc il y a déjà eu sur Despite the End. Ouais, il y a Voilà, déjà mais- eu la fin de l'EP, mais ouais, pourquoi pas carrément une chanson Ah oui. en arménien dans le futur. Et puis l'anglais, quand même, l'anglais est plus universel que le français Ouais. et que l'arménien. Donc c'est vrai que bon, on veut que les gens puissent quand même comprendre. C'est plus vendeur entre guillemets. Et puis, Disons la vérité, la culture américaine s'est imposée partout. Ouais. États-unienne, et du coup, états-unienne. ouais, pardon. Ouais, je parle des États-Unis quand je dis Amérique. Ouais, Du coup, ça, inquiète-toi pas, on le sait qu'ils se sont appropriés ce terme-là. Non, non. ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, je pense que nos oreilles ont été éduquées. D'ailleurs, dans quasiment tous les groupes qu'on cite, ils sont de là-bas. Donc, Ouais. Mhm. voilà. Mais aujourd'hui, le monde actuel est en train d'un peu changer la donne. C'est-à-dire que c'est possible de ne pas être de là-bas et d'avoir une carrière, quoi. Ah ouais. En dehors de son pays d'origine. Ouais. Et, ouais, mais tu sais, je vais vous donner un exemple d'un groupe d'ici. Peut-être que vous connaissez le groupe Anonymous. Anonymous. Ouais, c'est un groupe métal qui vient de Montréal, justement. Et eux, qu'est-ce que j'avais trouvé vraiment le fun dans ce groupe-là, c'est que il y avait des origines, mettons, chiliennes. Là, vite comme ça, je me rappelle pas exactement tout aussi bien, mais tu sais, ils chantaient en anglais, en français, en espagnol, en italien. Ils chantaient chacun dans leur langue origine. Ils faisaient des textes à travers. Fait que ça faisait comme un. Qu'est-ce que je trouvais spécial, c'est que c'est du métal, c'est très très trash metal, puis après ces origines-là, mais comme du monde. Comme de la musique du monde, mais métal. Ouais, ça c'est bien. Mais Ouais, il y a cette touche-là dans l'album avec le doudouk. il y a cette touche-là, ouais. mais pas au niveau Il y a au niveau de de la la langue. instruments utilisés, mais pas des paroles. Ouais. Mais je trouve ça très bien, les groupes qui font ça. Après, il faut que ce soit bien réalisé et Ouais. c'est pas toujours évident. Voilà. Il faut avoir une bonne. Si je Ça. savais chanter, j'aurais pu chanter en espagnol. Mais je sais pas chanter, donc c'est mort. Mais moi, je suis pour le mélange des genres, même pour la fusion des styles. Ouais. Voilà. Je disais à Barton quand on s'est rencontrés, ça m'aurait pas dérangé, moi, de faire du métal avec des touches jazz et blues et groove dedans, enfin, de vraiment mélanger les styles. Voilà. Ouais. Et donc, plusieurs langues dans un même morceau. Je trouve ça super. Bah, Ouais. pourquoi pas, hein. Ah oui, mais ça vient une originalité rendu là. Ça donne une couleur, puis ça permet aussi de vraiment, comme eux autres, c'est ça, ça leur permettait d'afficher les origines de tout le monde. Ouais. Clairement, à travers leur musique. Puis, Mysterio Mystère, il fait dire qu'il faisait moins 29 en ce moment. Ah ouais, d'accord, il rigole quand même. Couché Ah ouais, dans bon, la bon. neige, là, en bédaine, là. Ouais, moins 29. Parti, on s'est plaint parce qu'il faisait 2. Ouais. On échange-tu?
Mais Euh, c'est normal, moins 29 ou pas? oui, Pour vous? oui, pour l'hiver, oui. Ok. Ça arrive souvent. Ah, dis donc. Il Eh dit bien, que c'est je parfait crois. pour la plage. Il a l'air des ça. Ouais, il y a quelqu'un qui demande dans le chat qui aimerait savoir une de vos pires anecdotes de show. De quoi? De chaud? Le show. Anecdote de spectacle. Un spectacle qui s'est mal passé pour vous. Euh, Bah, moi, la première fois que je remonte sur scène avec l'ancien projet, Too Late, après mes 10 ans de disette, tellement de pression que la veille, je perds ma voix. Et du coup, je suis obligé de faire le concert avec une voix catastrophique. Ils les sent pas constamment dans le Ouais, et concert. ce jour-là, j'ai fait, vous savez, quand sur les téléphones, ils vous disent combien de pas vous avez fait dans la journée. J'en avais fait 30 000 ou 35 000 parce que je tournais comme dans une cage. Je me disais, putain, mais après 10 ans, je peux pas perdre ma voix la veille de mon premier concert, quoi. C'est pas possible. Et, et du coup, bah, je suis monté sur scène, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Puis ce qui est encore plus bizarre, c'est quand après tu descends sur scène et que des gens te disent, ouais, franchement, c'était super ce que tu as fait. Alors que toi, tu sais que Ouais. T'étais pas T'étais à là. Moi, je sais parce que on faisait un tremplin musical j'avais un groupe de pop rock un peu métal, voilà, il y avait du piano aussi dedans. Je m'étais équipé à l'époque, je maîtrisais pas bien le truc d'un pédalier, voilà, un multi-effet, mais pas terrible, parce que j'avais pas beaucoup de moyens. Clairement, j'arrivais rien à maîtriser, j'appuyais sur les pédales et tout était super fort je maîtrisais rien et je pense qu'en façade, ça devait être dégueulasse le son. Ouais. Donc ouais, c'était pas du tout un bon souvenir, j'avoue. Moi, c'était au club. Le club, c'est une salle de concert, c'est une cave en fait, dans Paris. Donc, tu peux mettre maximum, je sais pas, entre 100 et 150 personnes. Ouais. Voilà. Il n'y a pas vraiment de scène. Il n'y a pas de barrière entre les artistes et le public. Toi, tu es là et le mec, il est là, quoi. C'est comme ça. Donc, on a joué là-dedans. Et en fait, moi, j'étais juste à côté de la table de l'ingé son. Après, j'avais la voûte au-dessus, là, comme ça. Et devant, il y avait des gens. Et à côté, il y avait Vartan. Donc, en fait, je pouvais pas beaucoup bouger. J'étais en train de headbang comme ça. Et je restais sur place en essayant de pas casser la basse ou taper ma tête. Et à un moment, en plein morceau, il y a la vis de la sangle qui a volé comme ça. Complètement, la vis s'est arrachée, la sangle a volé. Et donc, l'ingé son, il m'a regardé comme ça, il a sorti du gros gaffeur, du gros scotch noir, mais du scotch, tu vois, solide. Tu vois. Ouais. Il a fait comme Ton ça. duct tape. Ouais, voilà, duct tape, comme ça. Et quand je l'ai enlevé, ça avait bousillé tout le vernis. C'était dégueulasse. Et j'avais plus de vis et je pouvais plus mettre de sangle et là-bas c'était bousillé, dégueulasse. Mais voilà. Pas cool. Ouais, c'était chiant. Mais j'ai pu finir le concert. Quoi, déjà. C'est ça le plus important. Ouais, voilà. Exactement. Show must Show go must on. go on, voilà. Exactement. Puis, comment, ça c'est une question plus personnelle pour moi, mais comment que se porte la scène métal en France? Alors, c'est difficile. Underground. C'est très, très underground parce que le rap hip-hop a pris une. On a Pierre. On a Pierre derrière qui n'est pas d'accord avec ce qu'on dit. Le membre mystère du groupe. Pierre, tu tu n'es veux pas te d'accord. prononcer ou pas? Pierre. Viens, Pierre. Ah, tu fais le malin. Allez, Vas-y, viens. dis-nous. T'es pas d'accord, Pierre? Ah, Comment se porte la scène métal, Pierre, en France? Il sait pas. non, je suis d'accord avec ce que vient d'être dit, moi, pour le coup. Clairement, la scène hip-hop a pris totalement le lead. Rap, Rap. Non, hip-hop. mais ça a toujours été le cas. Mais... Ah, mais plus. Non, pas. Non, Plus, Non, très, très mais c'est présent. parce que moi, ce que je vois surtout, c'est qu'on a beaucoup de groupes. Beaucoup de groupes. Il y a pas mal de concerts, on a des festivals et tout. Et dans les groupes français, il y en a qui vont tourner beaucoup tous les ans, même à l'étranger, en Europe. Mais en France, on ne donne pas une notoriété aussi importante. Et donc, ça reste assez underground. On a C'est beaucoup de très groupes de underground. death, beaucoup de groupes de black. Ouais, mais si tu n'es pas connaisseur, Voilà, c'est tu ça. peux pas les connaître, quoi. On a À énormément part Gojira, qui est connu à l'international, il faut dire ce qui est. Il y a peut-être des groupes comme Dagoba, que tu Zwartron. connais. Je sais pas si tu connais Dagoba. Non. Pourtant, c'est un des groupes en France qui tourne bien et qui est bien connu Ouais, sur la ouais. scène métal. Zwartron, tu connais? Ouais. Il y a Igor. Igor, c'est français. Igor, c'est français, ouais. Ah, tu connais Igor? Moi, je suis pas 3R. beaucoup métal. Je suis plus punk, fait que tu me donnes du punk, Ah, je vais ouais, t'en connaître. C'est un groupe de crossover, tu vois. C'est DRI, Municipal Waste.
Ouais, ça. mais ouais, voilà, il y a quelques groupes comme ça qui peuvent sortir du lot. Après, moi, j'ai joué dans une formation qui s'appelait Deep Innate, c'est du Brutal Death. Ah bah, il y avait une certaine notoriété. Il y a eu 4 albums de fait, des tournées européennes. Euh, Si t'es pas français et que t'es pas de la scène, tu sais pas que ça existe, quoi. Ouais. Mhm. Voilà, tout simplement. Après, il y a des groupes comme des groupes de métal récents comme Resolve, Landmarks, Landmarks, qui font qui est du voilà, corps, qui commence à percer un petit peu. qui commence à faire des tournées européennes, tout ça. Donc, ça commence Ouais. à être Mais- plus connu. Mais pareil, si tu connais pas, En il général, n'y a pas de pub, quoi. en général, quand tu as un groupe de métal en France, tu commences d'abord par conquérir, après tes potes et ta famille, tu conquéris d'abord l'étranger Oui. avant de conquérir ton propre pays, en fait. Ok. En gros, il y a une espèce de paradoxal, c'est que tu n'es pas validé en France tant que tu n'as pas réussi ailleurs. Voilà. C'est ça, voilà. Mhm. Voilà, c'est un peu comme ça. Des Je fois, sais pas si c'est comme ça partout, mais Des fois, c'est ça, il y a des groupes ici qui vont faire leur première tournée, j'en sais rien, au Japon, des fois, les mecs. Et puis, on a des groupes qui font le Hellfest, qui est le plus gros festival métal de France, d'Europe, qui est connu, je pense, Ouais, à travers le monde. je connais. Quand je suis venu à Paris, esti, j'ai calculé une semaine trop tard. Ah merde! Ah merde, ça c'est pas cool. Mais le Hellfest, tu vois, c'est connu, c'est quand même très connu. Et il y a des groupes français qui jouent là-bas. Et tu vois, Primal Age, je sais pas si tu as entendu parler, c'est un groupe de métal qui existe depuis 15 ans au moins en France. Bah voilà, tu vois, ça reste underground, quoi. Ouais. Il n'y a pas de, il y a pas il y a vraiment Gojira qui sort du lot, qui Parce est qu'ils connu ont signé aux international. États-Unis. Ils ont signé, Ultra voilà, Vomit aussi. Ultra Vomit, ouais. Ultra Vomit. Bravo, Mythe, ça, je connais. Ah, ouais. Ouais. Et puis, je sais plus ce que j'allais Bientôt dire. Despite the End, on espère, évidemment. On verra bien. À Montréal. Puis, Montréal-Paris. yes. Puis, par rapport à ça, est-ce que vous pensez que, c'est comme nous, ça, je trouve que moi, c'est un problème au Québec, là. On a beaucoup de salles, mettons, pour 18 ans et plus, pour les adultes. Puis est-ce que vous pensez que c'est peut-être ça, il n'y a pas un manque de salles all age où ce que les jeunes peuvent aller voir des spectacles à faible coût, des petits groupes, mais des shows, mettons, à 5 euros au lieu d'un show à 40 euros pour vous autres? Je ne crois pas qu'il y ait des problèmes Non, nous, il n'y a pas d'âge. ça ici. Il n'y a pas ça. Non, mais moi, mes enfants, ils ont 10 ans, ils viennent à nos concerts. Enfin, il n'y a pas de limite d'entrée d'âge. Ouais. Moi, ce que je vois plus aujourd'hui en France, c'est surtout, et ça doit toucher tout le secteur musical, pas que le métal, c'est que les petites salles, elles ferment de plus en plus. Ouais. Et du coup, en gros, tu te retrouves avec le choix de soit tu joues dans des choses très, très petites, soit tu es obligé de dépenser beaucoup pour louer quelque chose qui fait 700, 800 personnes, 900 personnes. Mais ça, pour remplir, quand tu es un jeune groupe, C'est dur. difficile. Mm. Mhm. En gros, il y a de plus en plus les salles qui sont entre deux, qui font 100 personnes, 50, 250 personnes, elles ferment les unes après les autres, en fait. Ouais, ça, nous autres aussi, c'est un fléau, là. Et encore pire maintenant, là, avec les 2 ans que tout a été fermé, puis tout est incertain, là. Ils se sont parmi, ouais. Ouais, tu sais, on veut bien les encourager, là. Nous autres, il y a beaucoup de places qui se sont mis, mettons, à faire des concerts virtuels ou à vendre de la merch de leur bar, tu sais, pour essayer de se faire un peu d'argent pour survivre. Clairement, aujourd'hui, les groupes gagnent plus d'argent par du merch que par la musique streamée ça, c'est impossible. Pas d'argent avec Spotify, là. Non, non. On dépensera plus. Ça fait déjà 1 heure, les gars, qu'on est là. Fait qu'on va commencer à rapper ça tranquillement. Je vais vous laisser présenter les 2 chansons, justement, qu'on va aller écouter à la fin, puis d'en parler plus précisément. Je sais qu'on a parlé un peu tantôt de Paralyzed. C'est la première chanson que je vais faire jouer. Et Paralyze, je pense que c'est une chanson qui est très accessible, même pour des gens qui n'écoutent pas du métal, tout d'abord. Cette chanson a été bâtie sur un riff de la banque de riffs dont je parlais tout à l'heure, voilà, de tout ce que j'avais écrit. On a développé ça et c'est une chanson qui parle du handicap. C'est notamment une personne qui reprend conscience et quand elle reprend conscience, se rend compte que
elle n'a plus l'usage de ses membres. Et donc, Et l'idée. donc, c'est cette. Excuse-moi, Je t'en prie, vas-y. c'est les 3-4 premières minutes ou 10 minutes de conscience après le réveil et toutes les questions qui lui arrivent, parce qu'elle ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé, pourquoi elle est devenue comme ça. Voilà, et à la fin de la chanson, elle réalise que, bah, en fait, sa vie, maintenant, elle est obligée de l'accepter comme ça. C'est pour ça qu'à la fin du clip, vous voyez le personnage, l'actrice se relever de la chaise. C'est de l'acceptation de sa vie, de sa nouvelle vie, quoi. Et donc, vraiment, le morceau parle de toutes les questions qui lui passent dans la tête dans les 3, 4, 5 premières minutes de conscience, ouais. Ok. C'est ça. Après son réveil. Voilà. Est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce qu'elle est toujours vivante? Voilà. Ouais. Puis après ça, on va faire jouer Influence. Oui. Je vous laisse, qui est un featuring aussi avec un autre artiste. Oui, Ouais. c'est Knoop, donc le chanteur de Visa, groupe Visa qui est un groupe américain qui mélange, qui fait du rock alternatif Ouais. et qui mélange plein de sonorités grecques, arabes, arméniennes à du rock comme on le connaît tous, quoi. Ouais. Donc c'est un groupe qui a tourné pas mal de temps en première partie de Serge Tankian, le chanteur de System of a Down, et qui a fait son petit public comme ça. Enfin, son petit, c'est déjà un bon public, Ouais. disons. Ok, Et Et on avait ouvert pour eux. on avait ouvert pour eux avec Too Late. Voilà. cool. Et ce morceau, il a été construit. Mysterio. Ah, je m'en venais juste pour écouter les plugs. Écoutez, plug, right? Voilà. Et le morceau influence. Attends, Pardon, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Je sais pas, il voulait pas dire une blague. Ah non, c'est pas vas-y. Il vient, Ah, il vient juste non, se joindre à nous. Ouais, le morceau influence, il est assez rigolo dans le concept parce que c'est un morceau qu'on a construit avec notre ingé son. Ouais. C'est celui qui a enregistré l'album, Ok. Romain Saul. Et en fait, on a eu une idée de musique très très simpliste et sur laquelle on souhaitait que Vartan pose toutes ses influences de chanteurs qu'il a eu dans sa vie. Jonathan Donc, Davis, voilà. Corey Taylor. Voilà, au départ, je rentre à l'époque où on compose, je rentre dans le studio pour commencer à mettre des lignes vocales. Et donc moi, toujours, je commence par des lignes vocales en yaourt. Et puis Ok. après, j'adapte des paroles, etc. Et donc, en fait, comme on était en fin de week-end, qu'on avait déjà beaucoup bossé, Ouais. l'ambiance était un peu plus très sérieuse. Ouais. Donc, je me suis mis à imiter Jonathan Davis par ici, Gojira par là, et le chanteur de Visa aussi. Et du coup, donc, Et on s'est dit que le morceau s'appellerait Influence par rapport aux influences que Vartan a de ces différents chanteurs, mais il y a un double discours. double discours qui parle des influences néfastes de la société, Sur les réseaux sociaux. sur les réseaux sociaux, Les de la influenceurs. société du numérique. Voilà. Ouais. Ok. Voilà. Et Ah, donc, on a fait le super parallèle intéressant. entre les deux influences, en fait. Super intéressant. Hey, merci beaucoup d'avoir accepté de venir en entrevue Merci à vous. avec moi. Puis je vous laisse vous plugger justement. Mysterio, vous voulez entendre tout ça. Là. Bah, bonne écoute à toi, Mysterio. Ouais, J'espère que ça va te réchauffer. c'est Ouais. clair. Tu dois Ah, cailler. vous réchauffez mon cœur, ça c'est sûr. C'est bon ça. Fait que c'est où qu'on peut vous suivre, les gars? Donc, sur Instagram, @DTEoff, donc DTE comme les initiales du groupe, off comme officiel. Voilà. Pareil pour Facebook. Et puis, on disparaît sur Spotify. YouTube, pareil, c'est tout le temps DTE. Partout où vous allez, DTE off. Voilà, pour nous retrouver. Yes, sir. Exactement. Mysterio, t'as-tu Hey, quelque puis- chose à nous plugger? Ben moi, je vais faire les plugs pour le podcast. Hey, suivez-nous partout, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, c'est toutes les plateformes de podcast. Merci beaucoup, bonne soirée! Yes! Merci. Ah, j'adore. Merci! Puis bonne soirée. Merci, à vous. Mysterio. Bonne soirée. Merci beaucoup, Alexandre. C'est super ton émission. C'était Ça vraiment fait cool. plaisir. Merci à vous. Bye. À la prochaine. Ciao. I don't feel anything. I don't feel anything.
trending. Lots of money's in your camera. Look at my guns and look at my car. Filter my sickness. Filter my pain. Filter my image. Make up my life. Like it, share it, subscribe. Merchandise, US manipulates, always buying my lies, without the doubt, so where is my heart? Merchandise, US manipulates, always buying my lies. Have you seen my last surgery? Follow me back. Have you seen how boring my life is? Follow me back. Have you seen my last surgery? Follow me back. We all need to look the same. Follow me back. Follow me back. Have you seen my last surgery? Fabulous nightmare. Have you seen how boring is my life? Fabulous nightmare. Like and share it, subscribe, like and share it. Don't let me suffer. If I control your mind, what a fucking scam. I can control your desire. I'll be fucking fit. If I control your will, I would like to fucking buy all your destinies are mine. That's the deal, motherfucker!